Hi, Richard. Hi, Megan. So I'm happy to be working on this webinar series with you this year. Thank you. So I'm Dave Stammen. I'm the principal engineer with UL. I have over 25 years experience with fenestration and building envelope industry. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, je suis fier de vous présenter une série de webinaires en enveloppe du bâtiment intitulée 5 inédites leçons sur l'enveloppe du bâtiment. Mon nom est Richard Trempe, je suis architecte depuis 25 ans, consultant en enveloppe du bâtiment et responsable du transfert des connaissances en sciences du bâtiment chez UL. Alors, ce qu'on va vous présenter finalement, c'est une série de 5 webinaires dont on voit ici le portrait général, qui suivent 4 axes principaux que sont le comprendre, le connaître, intégrer, puis performer. Les premiers webinaires se concentrent sur le comprendre. On va commencer avec une première tranche qui va comprendre la question de tout ce qui est de l'environnement, le climat, les exigences rattachées à l'enveloppe du bâtiment, pour ensuite se diriger vers les principes physiques. Donc, on va vraiment s'attarder sur les principes qui se rattachent à l'enveloppe du bâtiment à travers ce qui était fait et à travers ce qui se fait et ce qui va se faire aussi. Ensuite, dans le connaître, on va se concentrer au niveau du 3e webinaire sur les plans d'étanchéité, l'enveloppe, les codes, les normes, les différentes procédures d'essai, évidemment aussi les outils d'évaluation de l'enveloppe du bâtiment. Le quatrième webinaire va se concentrer au niveau de l'intégration, c'est-à-dire qu'on va plus aller vers le concret vis-à-vis de l'enveloppe du bâtiment au niveau de la typologie des enveloppes, les murs, les toitures, les assemblages, la compatibilité des matériaux, etc. Et finalement, on va terminer avec le 5e webinaire sur la performance, donc l'état, les conditions, la performance, le cycle de vie, la durabilité. Donc, on va vraiment regarder tout ce qui se passe à travers le cycle de vie d'un bâtiment, à travers ses désordres, à travers son entretien et aussi, évidemment, à travers sa réhabilitation à la fin de sa première vie. Alors, bienvenue à tous. Je vous souhaite un bon webinaire, puis de vous donner aussi un retour sur vos commentaires, que ce soit durant la présentation ou après la présentation. Merci. C'est avec grand plaisir que j'anime encore aujourd'hui, en compagnie de Madeleine, cette formation UL Club portant sur l'enveloppe du bâtiment. Mon nom est Richard Trempe et je me sens privilégié de venir passer du temps avec vous tous, collègues de l'industrie. On est aujourd'hui 200 à partager ensemble notre intérêt pour l'enveloppe. La présentation d'aujourd'hui durera un peu plus d'1h15. Je vous invite à nous transmettre vos questions tout au cours de la présentation et on prendra par la suite quelques minutes pour vous répondre directement et échanger ainsi avec vous. Nous commençons dès maintenant avec notre 2e module, soit la suite des notions fondamentales de l'enveloppe du bâtiment que nous avions débuté en février dernier et qui abordera les grands principes qui dictent le comportement de l'enveloppe du bâtiment. Ce 2e webinaire de la série qui s'attaque à la notion de comprendre a été préparé pour répondre aux objectifs suivants: bien identifier les phénomènes qui gèrent et qui conditionnent la performance de l'enveloppe, reconnaître quelques principes et certaines formules qui organisent ces phénomènes,
mieux comprendre comment ces principes améliorent nos connaissances et favorisent l'avancement de la science du bâtiment, et finalement intégrer ces notions fondamentales dans nos stratégies de développement des détails de l'enveloppe, ouvrant ainsi le chemin à notre webinaire prochain. Mais un petit retour en arrière, nous avons proposé la dernière fois une certaine chronologie de l'enveloppe du bâtiment, de la réflexion initiale jusqu'à la mise en service et même jusqu'à la seconde vie. Aujourd'hui, avec nos principes fondamentaux, on plongera au cœur même du design de l'enveloppe et de sa performance, là où de grands défis nous attendent. La performance au cœur de nos préoccupations. La performance que je découperai ainsi afin de l'intégrer à nos grands principes. D'abord, les charges sollicitées sur l'enveloppe, de design ou en service, eau, air, chaleur, auxquelles on peut ajouter le feu et le son. Voilà quelques-unes des charges aux impacts les plus importants. Ces charges qui mettent en scène les phénomènes naturels qui nous entourent et qui affectent tant nos vies que notre bâti, gravité, transfert d'énergie, mouvement et équilibre, humidité et température, dilatation et contraction, des centaines de phénomènes organisent nos concepts et influencent les matériaux et les assemblages pour, ultimement, organiser et définir la performance de nos enveloppes. Ne pas prendre un peu de temps pour comprendre ou se rappeler comment fonctionnent ces phénomènes et ces principes de base, c'est comme ignorer en quelque sorte la science du bâtiment. Et la science du bâtiment, elle s'est construite et s'explique sur la base même de ces principes, qui sont en fait des règles reconnues qui définissent un phénomène et qui jouent un rôle majeur. On se tient loin ici du phénomène inexpliqué ou du paranormal. Vous allez voir que notre heure de webinaire sera bien terre à terre. On fera un survol du comportement de l'enveloppe en s'attardant principalement à l'eau, à l'air et au transfert de chaleur. On reprendra chacun en tentant de répondre aux questions souvent restées incomprises ou mal comprises. Nous aborderons aussi très brièvement à la fin de ce webinaire quelques considérations relatives au feu et au son en lien avec l'enveloppe. Commençons donc notre revue des charges par celle de l'eau, omniprésente dans la vie de nos bâtiments. Pluie, neige, grêle, orage, inondation, immersion, chaque tranche du bâti est sollicitée par un risque d'infiltration d'eau. Mais toujours se rappeler, cependant, ces trois conditions fondamentales pour qu'il y ait infiltration d'eau. Comme on sait, de l'eau, peu importe sa forme ou son état, un trou, une fissure, une perforation, qu'il soit même infime comme une fissure capillaire, puis une force. Voilà l'aspect le plus complexe. Une troisième condition absolument requise pour avoir un problème d'eau. Sans force, de l'eau et un trou ne seront pas nécessairement menaçants. Rappelons donc les 5 forces qui peuvent agir seules ou en combinaison pour favoriser l'infiltration d'eau. La gravité, la plus simple, l'attraction des corps entre eux, ici une masse d'eau et la terre. On comprend tous par simple intuition que l'eau par son poids cherchera à tomber. Une membrane de toiture fissurée et hop, l'entrée d'eau est directe sans autre aide. Puis l'énergie cinétique, on complique un peu. C'est l'énergie que possède un corps du fait de son mouvement. Le vent qui transfère son énergie à l'eau de pluie en est un bon exemple. Un orage qui pousse pratiquement à l'horizontale l'eau rabattue sur les murs, qui pourrait même par d'infimes trous provoquer des dégâts majeurs. Voilà cette deuxième force, une des plus dommageables. La capillarité. On la définit comme un phénomène d'interaction entre un liquide et une surface, dans le cas qui nous concerne, entre l'eau et un matériau. C'est le principe de l'éponge. Selon le matériau et sa capacité à retenir l'eau, on pourra avoir un transfert rapide ou non d'eau à travers le matériau. De l'eau traversera assez aisément une brique, beaucoup moins une pierre, alors qu'elle pourra ruiner un panneau de gypse ou d'OSB. J'ai toujours considéré la capillarité comme le mode de transfert le plus hypocrite, car il pourra agir soit sans conséquences ou encore avec de graves conséquences, allant jusqu'à la destruction des matériaux, comme une brique qui se gorgera d'eau par capillarité un 22 février pluvieux pour se transformer en bloc de glace le lendemain et subir le choc du gel. La tension superficielle, elle est simple à comprendre et simple à contrôler. Soulignons d'abord que c'est une force de tension entre deux milieux différents, ici de l'eau et le matériau. Elle permet à l'eau de suivre les surfaces autant à la verticale qu'à l'horizontale, par exemple sous les têtes et les tablettes de fenêtres, les soffites, etc.
On contrôle cette force depuis des siècles par l'installation de casse-gouttes, de larmiers, de trétis pour casser l'eau. Et enfin, la cinquième force, aussi très simple à comprendre, mais un peu moins à maîtriser. Ce sont les différences de pression qui amèneront l'infiltration ou l'exfiltration d'air assurément, mais aussi l'émigration d'eau, excusez-moi, vers l'intérieur, si par exemple un édifice se trouvait en pression négative. Eh bien, voilà nos 5 forces qui agissent parfois seules, mais la plupart du temps en combinaison. 5 forces qui nous permettent de comprendre les causes des désordres dus à l'eau. 5 forces que l'on oublie trop souvent lorsque nous concevons nos enveloppes. Avant même de penser étanchéité, il faut penser à préserver, contrôler, maîtriser. Les 5 forces agissent souvent en interaction et de façon plus ou moins importante selon les assemblages. Regardons quelques exemples pour voir comment ces forces permettent l'infiltration d'eau et dans quel contexte. En fait, les forces agissent la plupart du temps ensemble pour favoriser la pénétration d'eau, comme ici par exemple à gauche, alors que des cônes de neige apparaissent presque par magie dans des entretoits en période hivernale. La gravité est le résultat de cette accumulation, alors que l'infiltration de neige dans les entretoits est le résultat d'une inversion des pressions d'air dues au vent par les parapets de fête. Au lieu d'évacuer l'air par le fait, comme on peut le penser, le vent crée des turbulences permettant de tels amoncellements de neige. Ça peut paraître féerique comme ça, mais je peux vous dire que rendu au printemps, les dommages dans les unités l'étaient beaucoup moins. Au centre, une fenêtre traditionnelle pourvue d'une première paroi côté intérieur, celle qui est ouverte pour la photo, et d'une contre-fenêtre côté extérieur, permettant une certaine communication d'air entre l'extérieur et la cavité. C'est le vent qui, à cause d'un manque d'étanchéité dans la paroi intérieure, la plus étanche, normalement, provoquera de l'infiltration d'eau ou de neige dans la cavité. Cette image m'apparaît fort intéressante car elle montre le principe même du mur à écran par pluie et ses caractéristiques que nous discuterons aujourd'hui. À droite, un exemple de matériau qui perd sa cohésion en présence d'humidité ou d'eau, le gypse. On est ici dans une enceinte de piscine intérieure. Considérant les risques, en plus dans un bas de mur, au coin d'une porte-fenêtre, on peut se questionner parfois sur le choix de nos matériaux. La tension superficielle se trouve partout, elle accroche l'eau sur les façades, comme ici le long de profilés extérieurs, sans aucun casse-goutte ou projection. Et l'idée du scellant à poser partout n'est certainement pas la solution durable. Par une bonne gestion de l'eau de surface, je m'adresse ici au concept même des façades, à ce qui fait qu'un détail n'est pas seulement bon, mais aussi performant. Et enfin, un exemple typique de différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur, vérifié à la pompe à fumée. Si l'air passe facilement, on peut anticiper des problèmes d'eau ou de glace dans les systèmes d'enveloppe. Le gel dans les zones froides constitue, comme on l'a vu la dernière fois, un facteur majeur dans la dégradation des matériaux. D'une part, pour le choc thermique qu'il provoque, la contraction qu'il induit, mais aussi pour le changement de phase qu'il constitue pour l'eau. En fait, l'eau qui gèle théoriquement à 0 gèle plutôt à des températures plus basses. On appelle ça de l'eau super froide en raison des contaminants qu'elle absorbe des matériaux et en particulier dans les ouvrages de maçonnerie avec le mortier. Les molécules d'eau qui se refroidissent s'organisent différemment. En fait, au lieu d'être désordonnées, elles s'organisent de façon stricte en hexagone, donc avec beaucoup plus de vide, augmentant le volume de 10% tout en conservant la même masse. Mais qu'advient-il de cette expansion? Placez une bouteille de verre pleine d'eau dans votre congélateur et vous verrez. Dans une pierre, une brique ou tout matériau qui a un pouvoir capillaire, des contraintes énormes sont exercées. Et si des petits espaces ne sont pas prévus pour absorber cette expansion, notre brique ressemblera à cette bouteille de verre cassée. Cette question de cycle de gel-dégel met en lien le climat, les propriétés capillaires des matériaux et surtout la mitigation que l'on doit développer face au changement du climat qui provoque une augmentation des cycles de gel-dégel. Les dommages dus à l'eau, que ce soit par les cycles de gel-dégel ou par toute autre force, peuvent être compris et même anticipés par les patrons de mouillage sur les édifices, soit les traces laissées par l'eau ou encore les zones de matériaux imbibés ou salis selon la configuration des façades. Ils montrent aussi comment les vents vont agir en concentrant l'eau à certains endroits,
aux angles, au couronnement, au changement de plan. L'analyse des patrons de mouillage par simulation ou par relevé constitue un indice de performance très important. ASTM recommande d'ailleurs de telles études lorsqu'on fait des inspections de façade. Nous pourrions mieux comprendre comment le dessin de la gestion de l'eau lors de la conception permettrait d'éviter des concentrations d'eau indésirables. C'est peut-être à quelque part quelque chose qui ressemble à une architecture adaptée à son environnement. Un examen visuel en période pluvieuse de cette église permet de comprendre facilement toutes les zones à problème où les ouvrages de maçonnerie sont vulnérables. Les patrons de mouillage des façades nous permettent de comprendre comment la déviation de l'eau peut se faire, toute la question des tensions superficielles, comment les vents peuvent agir, l'énergie cinétique, comment la gravité et la capillarité interpellent l'eau en lien avec son écoulement et sa rétention. Ultimement, en hiver, on pourra en plus y déceler tous les risques de dommages, comme on peut voir ici sur une façade enneigée à 9 heures le matin et puis mouillée à 15 heures. On ose imaginer le stress dans ces blocs de béton poreux si la température chute drastiquement durant la nuit. Notre défi, c'est de concevoir des enveloppes qui géreront tout ce mouillage, des enveloppes qui chercheront à s'opposer à nos forces qui peuvent causer l'infiltration d'eau. C'est très intéressant, Richard, de voir comment ça se passe sur un édifice existant, mais existe-t-il des façons d'anticiper la sollicitation de l'eau au moment de la conception d'un projet? Oui, absolument, Madeleine. Il existe des roses des vents numérisés, des logiciels d'exposition à la pluie et aussi des logiciels qui vont au-delà de la façade pour aller voir ce qui peut se passer dans l'enveloppe. Une bonne façon de comprendre les forces et la gestion de l'eau est donc de visualiser ce qui se passe à l'intérieur d'un mur durant une période de temps, 10 jours par exemple en mai. Nous allons regarder quelques instants un court vidéo tiré d'un projet sur lequel j'ai travaillé et qui met en scène un mur avec un parement de briques avec cavité murale. On comprend qu'il s'agit d'une coupe verticale. On voit en bas finalement où on peut lire la composition de mur. On retrouve à gauche, donc vers l'extérieur, une brique que j'ai choisie poreuse pour les fins de ma simulation, puis un espace d'air aéré drainé, puis l'isolation qui enveloppe complètement la charpente. Ici, j'ai pris le principe du Perfect Wall que nous verrons plus tard dans les webinaires. Et puis la membrane par air, vapeur et eau, la grosse ligne rouge, et enfin la charpente et la finition intérieure. Pour bien comprendre ce que vous verrez lors du visionnement vidéo, la courbe en rouge dans le haut représente les températures influencées par le soleil, la courbe en vert qui représente l'humidité relative et enfin la courbe en bleu en bas qui représente la quantité d'eau dans les matériaux. Et pour ceux qui ont la capacité de tout voir en même temps, nous avons même avec ce type de simulation les gains et les pertes de chaleur et d'humidité et en haut à droite, une horloge qui montre la date et l'heure. Ce type de simulation, que vous connaissez peut-être, Wofi, permet de connaître et d'anticiper sur plusieurs années le comportement de l'enveloppe, que ce soit à l'étape de la conception ou à la réhabilitation. Je vous invite à vous concentrer sur la petite courbe du bas pour bien comprendre comment un parement et même la cavité derrière accumulent de l'eau et combien ça prend du temps parfois pour voir un assèchement des matériaux. Alors, on va démarrer la vidéo. D'abord, aucune précipitation, des humidités relatives très basses dans le mur, comme on voit. La pluie survient le 2 mai. On voit l'accumulation d'abord dans la brique, puis dans la cavité murale aussi. Le temps pour assécher les matériaux, vous allez voir, est très long ici. J'ai choisi une façade au nord. Et on peut voir lors de la pluie l'humidité relative à 100%, la courbe verte, et dans le mur jusqu'au plan d'étanchéité, atteindre jusqu'à 60% et même 80%.
Je sais que c'est très rapide ici, mais ça donne quand même un aperçu de l'impact de la pénétration d'eau sur tout l'assemblage d'un mur. Nous avons développé depuis quelques décennies une approche qui vise justement à s'opposer à la migration d'eau vers l'intérieur, l'écran par pluie, qui repose essentiellement sur ce que nous venons de voir en vidéo. Cette petite coupe schématique nous montre d'abord les gouttes d'eau en noir, chargées d'énergie, poussées par des vents, ruisselant sur la façade. Puis le circuit de l'eau, alors qu'une bonne partie frappe le parement, l'écran par pluie comme tel, il est stoppé, puis une petite partie, significative tout de même, qui pénètre par les trous ou par capillarité jusque derrière le parement. Et la cavité murale derrière le parement, cavité aérée et drainée, les petites flèches grises, et enfin un second plan de drainage totalement étanche à l'eau sur la face arrière de la cavité murale et très souvent combiné à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Nous gérons ainsi efficacement l'eau, mais comme l'enveloppe non seulement agit, mais interagit aussi, les problèmes d'eau se combinent souvent avec d'autres problèmes dont les conséquences sont parfois similaires et confondantes. On peut facilement compter 5 phénomènes au moins qui provoquent des dommages reliés à l'eau et que j'ai illustrés sur cette petite coupe de mur commun. Tout d'abord, tout ce que l'on vient de voir sur la pénétration de l'eau et la gestion de l'eau, mais aussi les rétentions, les accumulations d'eau ou de neige ou de glace qui sont absorbées par les matériaux, planchers, rives de toit, bas de revêtement, etc., et qui s'opposent souvent à la gravité. Et oui, aussi la condensation à l'intérieur des murs et en surface des murs, condensation résultant de l'humidité intérieure ou sinon de la rétention d'eau même dans les murs. Quatrièmement, l'absorption d'eau ou d'humidité trappée lors de la réalisation des travaux. Et cinquièmement, la protection inadéquate des ouvrages en chantier de construction, d'autant plus grave depuis que l'on intègre de plus en plus, sur nos grands projets, des matériaux qui sont affectés par l'eau et putrescibles. Petite réflexion personnelle suite à ce que je vois ces dernières années en expertise, toute la question de protection de chantier doit, à mon sens, être repensée. Richard, cette combinaison de facteurs à risque semble être une préoccupation à laquelle on ne porte pas toujours attention. Tu as choisi un des projets sur lesquels tu as travaillé pour illustrer cette combinaison de facteurs qui a mené pendant plusieurs années une problématique d'eau qui était mal identifiée. Oui, Madeleine, il s'agit d'un édifice assez récent, 25 ans, de construction tout à fait standard, un système sandwich en panneaux de béton préfabriqués, donc sans cavité drainée, isolant intérieur, par vapeur non scellé et gypse intérieur, comme on voit un petit peu sur la coupe. Des problèmes majeurs d'eau étaient constatés au printemps et durant les fortes pluies. Déjà peu après la construction, plusieurs fissures étaient apparues dans les panneaux, puis réparées à l'époxy. Bien que louable, la réparation n'a pas empêché les fuites. Les tablettes de fenêtres avaient aussi été réparées à différentes reprises, mais l'eau entrait toujours en dépit des correctifs. Nous avons eu la chance de faire nos expertises autant en hiver qu'en été, afin de bien comprendre le comportement global de l'enveloppe. Nous avons constaté rapidement les problèmes de fissures qui coulent, la photo au centre, prise dans un entreplafond, excusez-moi, mais surtout aussi un problème important de condensation entre la face arrière des panneaux isolants et l'isolation, c'est-à-dire. Donc, la photo qu'on voit à droite, en haut. En fait, ce qui ressort d'une telle étude, c'est de garder à l'esprit ouvert et de vérifier toujours l'ensemble des conditions avant de pointer un seul problème, parce qu'il est plus évident que les autres, par exemple, comme les fissures. Ainsi, de nombreux problèmes agissaient dans ce projet en combinaison. Par des essais, des inspections à différentes périodes, des ouvertures exploratoires, nous avons détecté d'abord un premier problème d'infiltration d'eau au niveau des parapets qui provoquait l'entrée d'eau, mais dans le même circuit que les fissures. Un parapet de béton non recouvert, joints exposés, non entretenus. Voici notre deuxième entrée d'eau, les fissures, qui endommageaient les têtes de fenêtres comme les parapets. Toujours avec des dommages aux têtes de fenêtre s'additionne le problème de condensation, résultant d'un problème d'un pare-vapeur inefficace, mais surtout avec une pression positive significative créée par les systèmes mécaniques.
puis la partie supérieure des fenêtres. Elle était aussi affectée d'une mauvaise étanchéité, tout d'ailleurs comme la base des fenêtres. Cet exemple montre à quel point une vision globale est requise afin de bien déterminer les causes et par la suite les bons correctifs. Les phénomènes et les forces qui gèrent l'eau sont simples à comprendre, mais ils s'additionnent souvent. De plus, la condensation devient un apport supplémentaire, que ce soit celle qui vient des matériaux mouillés par l'eau, emprisonnés, ou sinon de l'ambiance intérieure. On comprend qu'ici, suite à nos expertises, les réparations ont dépassé le simple scellement et des travaux sur la mécanique du bâtiment ont aussi été requis. Alors, deuxième grand phénomène qu'on va aborder aujourd'hui, qui nous touche particulièrement en enveloppe, et même le plus important car il a des impacts sur tous les autres, c'est l'air. L'air qui pousse l'eau, l'air qui fait fuir la chaleur, l'air qui exacerbe le feu. Richard, peux-tu expliquer comment l'air circule? Oui, absolument, Madeleine. On va regarder dans le fond les trois mécanismes qui créent le mouvement de l'air dans un bâtiment, que vous connaissez tous, l'effet de vent, l'effet de cheminée et les systèmes mécaniques. On va les regarder un petit peu plus en profondeur chacun. L'effet du vent, il est incontrôlable, celui qui fait fluctuer en quelques secondes les pressions exercées sur les façades. Rappelons-nous d'abord qu'il y a des côtés face au vent et des côtés opposés au vent, comme on voit sur le petit graphique. Voilà un premier élément qui provoquera à la fois des infiltrations d'air du côté du vent et des exfiltrations de l'autre côté. Une enveloppe n'est pas parfaitement étanche et elle est encore moins un ballon soufflé. Donc, ces mouvements d'infiltration et d'exfiltration sont notables, mesurables et provoqueront, on le comprend, de l'inconfort, sinon de la condensation. Vous trouverez facilement plusieurs études sur la turbulence des vents données par la configuration d'un bâtiment. Ici, je vous en montre une vieille image du CNRC, mais dont le dessin m'apparaît clair. Les coins, les angles accroissent les pressions ou les inverses. C'est là que, combiné à la pluie, les zones les plus vulnérables apparaissent. Souvenons-nous de l'image de la Banque Royale à Toronto dans le webinaire numéro 1 avec tous ses coins. Et au drame, ce n'est pas seulement le bâtiment lui-même qui crée des variations de pression, mais c'est tout un secteur, ce sont les voisins, c'est le lieu même. L'impact du vent est énorme et mérite d'être étudié, simulé, considéré dans la conception de nos projets. L'idée, quelque part, encore ici, d'une architecture bien adaptée. L'effet de cheminée. L'écart de pression qui fait monter l'air chaud dans une cheminée entraîne l'air chaud vers le haut à l'intérieur d'un bâtiment chauffé. Lorsqu'il est chauffé, l'air prend de l'expansion et devient moins dense. Les molécules en mouvement, elles se frappent. Et lorsqu'il y a des ouvertures dans l'enveloppe, l'air chaud s'échappe par les parties hautes de l'enveloppe et est remplacé par de l'air plus froid qui s'infiltre par les parties basses. Cette situation entraîne un différentiel de pression négatif dans le bas, infiltration d'air, et un différentiel positif dans le haut, des exfiltrations d'air, comme on voit sur le graphique du haut. L'effet de cheminée se fait peu sentir sur un édifice de 4 ou 5 mètres de hauteur, mais en plein hiver, au 27e étage d'un immeuble mal compartimenté, lorsqu'une fenêtre en réparation part au vent, croyez-moi que l'effet de cheminée est un des mécanismes de mouvement vraiment importants et vraiment spectaculaires. Troisième système, le système mécanique, les effets, parfois source de défaillance ou pire d'incompréhension. Les systèmes mécaniques en apport positif, donc apport d'air frais, suppression des corridors, ou négatif, extraction, évacuation, confinement. Les systèmes mécaniques gèrent les mouvements d'air. Ils font partie intégrante de la qualité de l'air, du renouvellement d'air, du contrôle des ambiances. Ici, sur le dessin, un apport d'air supérieur entraînera une pression légèrement positive pour assurer un confort des usagers et limiter les infiltrations d'air indésirables. Nous avons bien analysé chacun des trois mécanismes de transport de l'air, mais on doit comprendre encore ici que ces phénomènes se produisent en combinaison, voire simultanément, ce qui constitue un enjeu majeur de l'enveloppe et un défi dans son analyse. Les trois phénomènes font en plus appel à des stratégies cumulatives dans le bâtiment. Premièrement, par l'intégration des paraires efficaces au niveau de l'enveloppe de ceinture, les murs, les toitures, ce que nous verrons en profondeur un petit peu plus tard. Deuxièmement, par une excellente gestion des espaces intramuraux, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, les vides, les vides de plancher,
de murs, les vides techniques, de passages de tuyauterie, etc. Bref, il faut prévoir une excellente compartimentation pour limiter nos effets de cheminée. Enfin, par une bonne compréhension du fonctionnement des systèmes mécaniques. Mais ce n'est pas tant dans la conception le problème, c'est plutôt souvent à la mise en service, ou encore pire au niveau de la maintenance. Les systèmes mécaniques et les systèmes d'enveloppe doivent être pensés ensemble comme deux frères jumeaux. Ils doivent aussi grandir et vieillir ensemble. Parlant de vieillir, pour les bâtiments anciens, toute la compréhension des mouvements d'air est fondamentale car elle va nous permettre de déterminer si et comment nous pouvons améliorer l'enveloppe et ou la mécanique ou encore les deux. Un bon exemple que j'ai travaillé est celui du Parlement de Québec, construit en 1876 selon le principe de la maçonnerie massive, donc un bâtiment qui fonctionne sur le principe de la masse thermique sans véritable étanchéité à l'air. Nos lectures de pression démontrent que le plan des pressions neutres que l'on aurait pu imaginer à mi-hauteur de l'édifice est en fait beaucoup plus haut que le plancher du troisième étage. Ça se trouve être la ligne pointillée noire qui est indiquée ppn. Le bâtiment se trouve ainsi en pression négative en grande partie, mais pourquoi? Parce que c'est un bâtiment ancien, avec des systèmes mécaniques typiques rudimentaires, qui sont des sorties d'évacuation d'air seulement, salles de toilette, certains espaces, etc., l'amenée d'air étant assurée en grande partie par l'enveloppe elle-même non étanche. Cette condition en pression négative se retrouve très souvent dans les édifices d'un certain âge et dans une situation d'équilibre souvent centenaire. Avant de changer cet équilibre, on doit bien se questionner sur le bien fondé des interventions. Les mouvements d'air ont, comme on le voit, un impact sur la performance de l'enveloppe. Nous allons regarder ensemble quelques scénarios et comprendre quelles sont les conséquences possibles sur l'enveloppe. D'abord ici, deux parois symboliques identiques avec, d'une part, l'extérieur à moins 18 degrés Celsius, 100% d'humidité relative, et d'autre part, l'intérieur à 21 degrés Celsius, 30% d'humidité relative. En condition A, on imagine une infiltration d'air froid vers l'intérieur et en condition B, une exfiltration d'air chaud vers l'extérieur. La question fatidique que je vous demande, Madeleine. Alors, la question est la suivante. Quelle condition est la plus critique concernant les risques de condensation à l'intérieur du mur? Condition A ou condition B? Alors, je vais vous demander de répondre à la question. Je vais vous l'afficher dans quelques secondes. Ça ne sera pas tellement long. Alors, la question devrait apparaître à votre écran. Ah, on me dit que ce n'est pas la bonne question. Alors, vous répondez à une question qui vous sera posée ultérieurement. Alors, répondez-y dans votre tête et Richard vous donnera les réponses. Une chance qu'il n'y a pas 50 choix de réponse, alors c'est A ou B. On ne peut pas lever la main, mais allez-y. Donc, d'après vous, quel est la meilleure, le plus grand risque? Au fait, le plus grand risque, c'est la condition B, la plus critique. Regardons d'abord qu'est-ce qui va se passer dans la condition A. 100% d'humidité relative d'un air froid, ça veut dire que l'air est saturé, mais en fait, l'air est encore très peu humide finalement, parce que lorsqu'on parle d'humidité relative, on parle en relation avec la température. Et plus il fait froid, moins l'air peut contenir d'humidité. En fait, cet air est sec, même s'il est saturé. Et on le voit, des fois, on a de la misère à respirer lorsqu'il fait très froid. Et lorsqu'on voit sur Environnement Canada des humidités de l'ordre de 80, 90, 100% l'hiver. Lorsque cet air froid pénétrera à l'intérieur, il asséchera l'air ambiant jusqu'à 5% d'humidité relative selon son volume d'entrée. Ce phénomène explique pourquoi souvent dans les vieux bâtiments non étanches, on a des airs finalement qui sont très très secs. Dans la condition A, le risque de condensation intramurale est pratiquement nul. Regardons maintenant la condition B. À 30%, l'air en se refroidissant deviendra rapidement saturé. En théorie, son taux rendu à l'extérieur atteindra 590%, ce qui
je vais juste changer l'image, donc atteindra 590% du côté extérieur, ce qui est évidemment impossible. À quelque part dans le mur, le risque de condensation sera bien réel. Donc, c'était vraiment la question de la condition B. C'est assez simple à comprendre. Là, on prend de l'air froid qu'on va amener à l'intérieur, puis on prend de l'air chaud qu'on va amener à l'extérieur. On va un petit peu compliquer la situation. Donc, nos deux premières situations étaient relativement simples. Allons-y finalement avec les images C et D. Dans le cas du haut, il s'agit d'une condition typique que l'on retrouve lorsque l'isolant rigide est collé sur la face arrière des panneaux extérieurs ou de béton massif. Nos dessins d'architectes ne montrent évidemment pas ces petites cavités, comme ici entre l'isolant et la paroi extérieure, mais la colle, elle, crée un espace froid qui, s'il communique un tant soit peu par un mince filet d'air avec l'intérieur, provoquera la condensation et avec un peu de poussière, assurément, des risques de prolifération de moisissures. Sans compter le retrait dimensionnel de certains matériaux isolants qui pourront amplifier les canaux indésirables de circulation d'air. Plusieurs cas pathologiques ont été expertisés à cet effet au cours des dernières années durant les bâtiments de la période 1970-80 et on en a retrouvé évidemment plusieurs avec justement de la contamination fongique. Pour le cas D, on reprend sensiblement les mêmes paramètres que le précédent, mais cela montre ici ce qui pourrait arriver lorsque plusieurs cavités murales se côtoient, c'est la création de boucles de convection. Alors, des mouvements d'air de bas en haut, réchauffement, refroidissement, condensation, etc. La maîtrise des cavités murales, elle est très importante dans le design de nos enveloppes. Nous avons nos cavités murales externes de l'écran par pluie, nos cavités intérieures pour le passage de l'électromécanique, et puis les autres, celles qui chevauchent les plans d'étanchéité et l'isolation, celles qui peuvent provoquer justement, avec les mouvements d'air aidants, des problèmes de condensation. En regardant nos détails, on se complique donc parfois la vie. Alors, on est ici en plein cœur de nos défis de construire mieux et le contrôle de la condensation est au cœur de nos préoccupations. Richard, de quelle condensation parle-t-on? Cela me paraît tellement large comme problématique. Effectivement, c'est très large, mais tu as raison, Madeleine, il faut bien comprendre qu'on peut diviser le phénomène. Et si je le divisais en deux grandes manifestations, la condensation superficielle puis la condensation dissimulée. Il y a quelques minutes, à la question qui n'a pas fonctionné sur les grands risques de condensation, on a identifié que le mouvement d'air chaud qui s'exfiltre, c'était le plus grave. Mais le mouvement d'air froid qui s'infiltre peut aussi avoir des conséquences qu'on appellera de la condensation de surface, comme on voit ici sur les photos. Un problème résultant d'un refroidissement de surface intérieure très important qui favorisera la condensation lorsque l'air vient en contact avec les surfaces froides intérieures. La condensation de surface ou superficielle se voit, se nettoie, bref, elle se gère. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est bénigne. Imaginez le confort des personnes près de cette fenêtre à droite. Fenêtre que je soupçonne d'ailleurs peut-être positionnée pas mal vers l'extérieur. On y reviendra un petit peu plus tard dans la question des assemblages. Et puis, la condensation dissimulée, celle qui se cache, ou qu'on verra peut-être avec quelques glaçons extérieurs. C'est celle qui se passe dans les parois même de notre enveloppe, donc inaccessible, parfois à jamais, comme sur cette image de droite, un projet construit en 1973 et réhabilité sur lequel j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années. Un bâtiment construit à l'époque où nous avons commencé à isoler au tournant des années 70. Les piliers que vous voyez sont en fait des conduits d'air chaud et humidifié venant des systèmes sur la toiture que l'on distribuait aux étages par ces piliers. Donc, on sortait l'air chaud par le toit et on le rentrait par le bas. Donc, des conditions dans ces piliers-là qui étaient extrêmement propices aux pertes de chaleur, aux risques d'infiltration d'eau, aux fuites d'air, aux fuites de conduite d'air et à la migration d'humidité. Bref, un ensemble de conditions perdantes qui a connu ces problèmes durant plus de 30 ans avec des glaçons qui sortaient de toutes parts. Ce bâtiment, un témoin historique de son époque, a été réhabilité en modifiant complètement le concept d'étanchéité de l'enveloppe et de la mécanique du bâtiment. Une enveloppe qui a été refaite par l'intérieur, donc dans le sens inverse de la pose des matériaux, tout un défi qui a d'ailleurs été bien réussi.
Nous avons longtemps associé le problème de condensation à un problème de diffusion de vapeur d'eau à travers l'enveloppe que l'on cherchait tant bien que mal à contrôler au moyen de par vapeur. Cette approche a été utilisée une bonne partie du 20e siècle. Mais lorsqu'on refaisait des parements, c'est cela qu'on voyait, comme sur la photo sur les murs, des traces de la poussière qui montraient combien les fuites d'air pouvaient être importantes. Et nous voilà plongés dans les années 70-80 encore, et on commence à se questionner. La condensation ne serait-elle pas plutôt en grande partie le résultat de fuites d'air chaud et humide qui se dirigent allègrement vers l'extérieur? Et si la diffusion de vapeur d'eau avait une incidence moins grande que les fuites d'air? Et c'est là qu'un grand questionnement s'est fait, diffusion de vapeur d'eau ou mouvement d'air. Plusieurs études ont été réalisées pour se pencher sur cette question, entre autres celle publiée par la CHL dans les années 80 et qui démontrait ceci, comme vous voyez. Donc, on prenait finalement un panneau qui simulait un mur. C'était un panneau de gypse aluminisé d'un côté pour simuler le côté intérieur du côté droit. Donc, un panneau de gypse de 1 mètre par 1 mètre. On faisait un petit trou de 25 mm par 25 mm et on exerçait un petit vent, un différentiel de pression de 10 pascal, donc comme une exfiltration d'air. 10 pascal, c'est à peine ce qu'on souffle dans une main, c'est ce qu'on peut retrouver facilement dans une maison. Et durant un mois, on a vérifié le débit d'air qui passait à travers le petit trou, soit 2600 mètres cubes. Je vous fais fi des chiffres, je vais plutôt y aller assez rapidement dans les chiffres, mais on comprend que si on prend ce volume d'air-là et on le transforme en air humide, parce qu'on simulait un 30% d'humidité relative du côté intérieur à 21 degrés Celsius, on comprend qu'en fait, à travers ces 2600 mètres cubes d'air, on a 14 kg d'eau qui sort, ou 14 litres d'eau, c'est la même chose. 14 litres d'eau par un petit trou, par un minime différentiel. Même en considérant que seulement 10% de la condensation potentielle se produira, ça fait tout de même 1,4 litres d'eau et ça fait tout un dégât dans un mur. Le même essai a été fait, mais cette fois-ci en enlevant uniquement la pellicule d'aluminium du côté intérieur, donc en simulant qu'on a un bond par air, mais qu'on n'a plus de par vapeur, même petit carré d'1 pouce par 1 pouce, même durée, simulation, même volume d'air, pour s'apercevoir finalement que ce qui passait en fait au bout d'un mois, c'était un demi-litre d'eau. Donc c'était 30 fois moins. Et c'est là finalement qu'on voit comme les mouvements d'air sont importants. C'est une petite étude parmi d'autres qui montre à quel point le risque de condensation dans les murs, il est beaucoup plus important lorsque l'air est en mouvement dans la paroi et qu'en fait, la diffusion stricte de vapeur d'eau par transfert hydrique est beaucoup moins significative. La thermographie nous permet d'apprécier comment nos assemblages permettent justement ces échanges d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Et je ne parle pas ici de vieux bâtiments, ce que vous voyez ici, mais des bâtiments tout à fait récents. Souvenons-nous ici de toutes les fuites d'air et rappelons-nous, lorsque nous parlerons des transferts thermiques dans quelques minutes, que nos faiblesses d'isolation ne prennent même pas en compte toutes ces fuites d'air. J'ai d'ailleurs un exemple ici qui montre comment un assemblage tout à fait correct pourrait entraîner des problèmes majeurs à cause d'une réalisation de travaux laissant à désirer au niveau de l'étanchéité à l'air. Un grand projet dans le Grand Nord canadien, un immeuble exposé au grand vent, dans lequel les ancrages de maçonnerie ont été posés sans être scellés, comme on voit sur la photo. Bref, des brèches majeures dans le matériau par air, ici la pellicule blanche de revêtement, qui se situe finalement derrière la brique. Ici, tant l'exfiltration d'air chaud et humide que l'infiltration d'air froid dans les murs ont permis un refroidissement majeur des composantes internes, la condensation, et ultimement la prolifération de moisissures à la grandeur des murs de l'édifice, un centre hospitalier de surcroît. L'enveloppe a été complètement refaite avant même qu'elle ait commencé à opérer. La notion de par air, elle est arrivée quelque part dans nos codes vers les années 80-85. Je me souviens vaguement d'un article de l'Ordre en 82 intitulé « Qu'est-ce qu'un par air ?» On parla d'abord de matériaux par air et on lui donna par la suite un niveau de performance, un chiffre 0,02 litres seconde mètre carré. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire ce chiffre? Allons-y simplement. D'abord, il faut savoir que les tests de classification pour les par air sont faits évidemment avec un différentiel de pression 75 pascal ou pour simplifier, pensons à des vents d'à peu près 40 km/h. Alors, c'est mon petit nuage qui est dans le bas. En fait, sur une surface de matériaux de 1 mètre par 1 mètre,
Avec une pression équivalente à 40 km/h, le maximum d'air qui doit traverser le matériau est de 0,02 litres, ou encore 20 millilitres, c'est la même chose, ou encore un peu plus simple, et pour les cuisiniers qui sont parmi l'audience, ça fait 4 cuillères à thé. Voilà, un matériau par air ne laisse pas passer plus de 4 cuillères à thé d'air par mètre carré à toutes les secondes sous un bon vent de 40 km/h. Et ce matériau doit résister mécaniquement aux déformations et aux bris créés par les mouvements d'air induits dans l'enveloppe. Bref, il doit être étanche et résistant. C'est très exigeant, mais un très très grand nombre de matériaux passent le test. Membrane bitumineuse, contreplaqué, polystyrène extrudé, uréthane, panneaux de gypse, pellicule d'oléfine non perforée, etc. On a le choix des matériaux, mais le défi du par-air n'est pas dans le matériau, mais dans l'assemblage. On ne parle plus de matériaux par air, mais de système par air. Voilà une distinction majeure qui amène à une stratégie globale dans l'étanchéité à l'air. La question de l'étanchéité à l'air est en constante évolution. On peut la voir en 3 étapes sur le petit graphique que j'ai monté ici. Le matériau, testé en laboratoire, en haut à gauche, l'assemblage, testé lors de la construction, et éventuellement l'édifice, testé ici aussi sur l'enceinte complète. La réglementation québécoise oblige actuellement aux matériaux conformes, donc le 0,02 litres sous certaines conditions, alors que la notion d'assemblage et de bâtiment est encore à l'étape des recommandations, en lien avec le Code modèle de l'énergie dans les bâtiments, de toute façon non encore en vigueur au Québec. À cet effet, nous aurons, semble-t-il, notre propre Code de l'énergie quelque part en 2019 ou 2020. Aux États-Unis, le CCI, le Code international de construction, utilise les mêmes normes de référence que nous, mais en offrant déjà différentes possibilités de conformité, le matériau ou l'assemblage ou le bâtiment. On remarque comme la distinction entre les taux respectifs est grande, comme vous voyez 0,02 vers 0,2 pour l'assemblage, 10 fois plus de perméabilité permise quand on passe du matériau vers le système. Car le problème, c'est dans l'assemblage, c'est là que réside la difficulté et c'est ça qu'il faut tester. Et c'est ça qui est testé aussi dans les normes. Tour de fenêtre, tour de grille murale, pourtour de tuyaux, solinage, etc. Nous mettons au défi, Madeleine, comme tu sais, plusieurs fois par année au laboratoire ULCAB, des architectes et des entrepreneurs, puis d'autres professionnels à expérimenter leurs talents dans nos cours de sciences du bâtiment. L'idée est ici de faire étancher au moyen de multiples matériaux des sections de murs, des cubes, munis de jonctions et conduites, par la suite d'en vérifier les taux de fuite au moyen de ventilateurs et de manomètres. On expérimente ainsi avec les étudiants, les professionnels, comment on peut ressentir c'est quoi dans la vraie vie les pressions internes dans l'enveloppe. Alors, on va regarder un petit vidéo que j'ai pris. C'est vraiment une vidéo maison, justement lors d'un dernier cours d'une formation avec l'Ordre des architectes. Merci les trous. La quantité d'air qu'on extrait, puis on a un manomètre qui permet d'évaluer la pression. Puis le ventilateur qu'on a ici, c'est lui qui nous permet de faire varier nos pressions. Donc, on doit mesurer la température. Puis de coller, de comprendre qu'est-ce qui se passe finalement et finalement de se mettre les mains dedans et de mesurer. On a parlé surtout de mouvement d'air, de fuite d'air depuis tout à l'heure, mais revenons en arrière un peu. Et qu'en est-il finalement de la diffusion de vapeur d'eau? Pourquoi sur l'image de gauche ici, une partie de pare-vapeur affaissée ou encore à droite, un secteur complet sans pare-vapeur n'ont pas provoqué de dommages qu'on aurait pu anticiper dans un mur? Peut-être parce qu'en fait, s'il n'y a pas de mouvement d'air, les risques sont vraiment plus faibles pour la condensation, comme nous l'avons vu précédemment. Et à l'inverse, pour la droite, s'il y a trop de mouvement d'air, comme cette vieille maison à droite, les risques sont aussi amoindris. Un pare-vapeur est néanmoins habituellement requis en plus du par-air ou en combinaison avec le par-air
à moins qu'on puisse démontrer que le risque de condensation, selon le transfert, selon la position du point de rosée, est nul. En fait, le pare-vapeur n'a pas à être continu, ni parfaitement scellé, car il n'a pas à bloquer les mouvements d'air. Ça, c'est la job du pare-air, avec sa résistance pour reprendre les charges dues au mouvement d'air. Le prochain webinaire se concentrera sur les positions des pare-air et des pare-vapeurs dans les murs, bref, les plans d'étanchéité. Mais rappelons-nous ici quelques matériaux largement utilisés comme pare-vapeur, polythène, aluminium, certaines peintures, certains isolants, etc. Dans le fond, souvent, nos problèmes de diffusion de vapeur d'eau dans nos enveloppes, ce ne sont pas les pare-vapeurs qui sont manquants ou fautifs, c'est pas ça qui les amène. Mais étrangement, ce sont souvent ces mêmes matériaux et tous ceux qui sont peu perméables, placés vers l'extérieur des parois, qui pourront emprisonner l'humidité dans les murs, jouant ainsi le rôle de frein vapeur. Des matériaux comme l'OSB ou le polyuréthane constituent des éléments passablement imperméables, par opposition, par exemple, à un matériau de revêtement intermédiaire en bois, le Tentes, ou un tissu d'oléfine. Donc, des matériaux judicieusement posés dans l'enveloppe pourront devenir, à l'inverse, la cause de désordre s'ils sont placés vers l'extérieur ou de manière non judicieuse, empêchant la fuite recherchée de l'humidité trappée. Car on doit certes empêcher l'humidité intérieure de migrer dans nos murs et toitures, mais on doit aussi permettre à celle qui se retrouve dans l'enveloppe d'en sortir. Excuse-moi, Richard, on a souvent entendu parler d'immeubles résidentiels aux prises avec de graves problèmes de pourriture dans les murs après juste quelques années. Est-ce que c'est le genre de problématique d'humidité qui pourrait en être la cause? Effectivement, Madeleine, certains cas sont en lien avec cette humidité trappée et ce qu'on voit ici, ce que j'ai mis à l'image, en est un exemple des condominiums qui ont fait l'objet d'un litige et qui étaient très, très affectés par l'infiltration d'eau et la condensation qui en résultait. Un revêtement extérieur en clin d'aluminium que l'entrepreneur a scellé partout pour éviter l'entrée. Du scellant, il y en avait à toutes les jonctions de clin d'aluminium. De l'eau emprisonnée et de l'humidité excessive prise derrière, donc. Bref, un revêtement d'aluminium scellé de façon erronée, puis une pellicule paraire, la membrane grise, qui était à l'époque passablement imperméable. On parle de 1995. Et puis un panneau OSB encore là qui respire très peu. Bref, un assemblage qui, s'il fonctionne bien, ne causera pas de problème, mais ne pardonnera pas si de l'eau s'infiltre et reste dans le système. Construire de façon performante et durable, c'est à quelque part pour moi aussi de penser des enveloppes qui pourront survivre en cas d'accident. Alors, merci Richard. On va maintenant passer au transfert thermique, troisième grand volet de notre présentation d'aujourd'hui après l'eau et l'air. D'abord, un principe bien simple à se rappeler. Le déplacement de la chaleur se fait toujours du chaud vers le froid. On parle de perte de chaleur, on ne parle pas de gain de froid. Mais pourquoi ce sens unique d'échange? Tout simplement parce que les molécules qui dégagent de la chaleur sont des molécules en mouvement, très dynamiques, même souriantes, et qui se frappent entre elles et qui prennent beaucoup de place, contrairement aux molécules qui sont froides, qui bougent moins, qui prennent moins d'espace. C'est ainsi que les molécules excitées chercheront à se déplacer dans une zone où elles auront plus d'espace. C'est ainsi que l'air chaud sera de fait plus léger ou moins dense et qu'il cherchera à monter par rapport à l'air froid qui lui sera rabattu vers le bas. Voilà pour un premier grand phénomène. Encore faut-il se rappeler aussi comment la chaleur peut se déplacer. La chaleur peut se déplacer suivant 4 véhicules. La conduction, donc un contact direct entre deux matériaux. La convection, un transfert entre deux matériaux par l'intermédiaire d'un fluide, l'eau ou l'air. La radiation, la propagation d'énergie par les ondes, donc sans fluide, pas d'eau ni d'air qui sert de véhicule comme un rayon de soleil. Et puis, quatrièmement, l'évaporation, mais ce dernier mode de transfert ne nous concerne pas vraiment dans le domaine de la construction. Le transfert de la chaleur se fait constamment par l'intermédiaire de plusieurs moyens de transport et dans la vie de tous les jours. J'ai fait un petit exercice de réflexion chez moi et des mesures de température, et voilà ce que ça donne. On part donc dans une pièce ensoleillée avec une personne par une journée froide, moins 20 degrés Celsius. Nos températures de surface, 18 au plancher, 21 au mur, 23 au plafond et 10 à la fenêtre.
D'abord, nos transferts par conduction, donc par la chaleur, par nos murs, notre charpente, puis aussi entre un corps à 37 degrés vers le plancher à 18. Voilà le premier échange de conduction. Et on ajoute la convection. La convection qui est créée, excusez-moi, par des masses d'air de différentes températures dans le salon. Les boucles de convection qui font s'élever l'air chaud et rabaisser l'air froid. Et au final, le rayonnement d'un corps qui émet vers son environnement. Évidemment, les autres matériaux qui émettront, selon leur émissivité, incluant, par la fenêtre et sur toute la paroi de l'édifice, le soleil. Les transferts de chaleur sont nombreux et interactifs. Nous avons toujours en tête la conduction, mais convection et rayonnement participent activement au confort et à l'ambiance aussi. Un des enjeux du transfert est de savoir l'évaluer et surtout le communiquer. Et de ce côté, en Amérique du Nord, on constate une certaine confusion et en plus, on se raconte des histoires avec nos résistances thermiques actuelles. Mais commençons par bien définir nos paramètres. En quelques minutes, j'ai essayé de le faire le plus simplement possible, mais parlons de la conductivité thermique, du coefficient de transmission thermique et de la résistance thermique. Le cœur même du transfert de chaleur, commençons par la conductivité thermique. C'est d'abord de comprendre comment la chaleur peut traverser un corps. C'est donc de déterminer l'énergie, en watts, qu'on voit en bas, qui passe à travers un mètre cube durant 1 seconde avec une différence de 1 degré. Plus il y a de l'énergie qui passe, plus la conductivité sera élevée. Voilà, simplement, fondamentalement, ce qu'est la conductivité thermique. On ne parle pas de conductivité dans l'industrie de la construction, mais plutôt de valeur U, coefficient de transmission thermique, ou encore de valeur R, résistance thermique. Regardons de plus près ces deux valeurs. La valeur U, le coefficient, est très simple. C'est la conductivité thermique, mais rabattue à une épaisseur donnée tout simplement. Les formules ici semblent compliquées, mais si vous regardez rapidement, au final, le coefficient de transmission thermique, ce sont des watts par mètre carré sous une différence de température de 1 degré. On appelle souvent la valeur U largement utilisée en Europe et dans le domaine de la fenestration. Plus la valeur U sera petite, meilleure sera la performance d'un produit. Quelqu'un un jour me disait que c'était pas très vendeur de parler de performance de 0.025, ça sonnait donc mieux 40. Alors, à quelque part, la valeur R arrive, on n'avait qu'à inverser le U et le tour était joué. 1 divisé par 0.025, ça donnait 40. Je ne sais pas si cette histoire de vendre de mieux vendre des gros chiffres passe mieux que des fractions, mais ce qui est vrai par contre, c'est que la valeur R, c'est l'inverse de la valeur U et qu'elle se définit donc comme une résistance qui s'oppose au passage de la chaleur. Au sommaire, l'inverse est vrai, la valeur U est l'inverse de la valeur R. Et si l'on résume, la valeur U représente la conductivité d'un matériau pour une surface donnée et pour une épaisseur donnée avec une différence de température de 1 degré. La valeur R, de son côté, est l'inverse de U pour un matériau donné, comme on va le voir dans quelques instants, pas nécessairement pour un ensemble de matériaux. C'est parce qu'ils sont l'inverse de l'autre, on ne peut pas vraiment additionner les U et les R. On va voir ce que ça va donner au niveau des limites comme telles. Notre façon d'évaluer la capacité d'un matériau à transférer ou à résister au passage de la chaleur est très loin de la réalité en fait, car il ne tient pas compte de la réalité de tout ce qui se passe dans un bâtiment. Comme j'ai dit tout à l'heure, premièrement, ça ne tient pas compte des fuites d'air, ça ne tient pas compte du transfert par convection, du mouillage des matériaux, de l'humidité des matériaux, des dispositifs de fixation et des autres matériaux aux coefficients négligeables. Les transferts de chaleur, d'air et d'humidité, de même que les consignes des conditions ambiantes, devraient être traités dans leur ensemble et au même moment, car ils sont influencés les uns par les autres. Les matériaux réagissent différemment de plus en plus, c'est-à-dire en plus. Regardons seulement cette image où on constate que certains isolants de toiture, dont ici le polysocyanurate, c'est la ligne brune et ma grosse flèche jaune que j'ai mis, qui ont des performances finalement beaucoup plus grandes à certaines températures qu'à d'autres températures plus froides. Donc, les matériaux réagissent différemment
entre autres selon la température. Et ce type de différence nous amène de plus en plus à développer des systèmes d'isolation hybrides où l'on disposera, et l'on dispose pour les toitures, ça se fait couramment de plus en plus, des isolants selon leurs propriétés, permettant ainsi d'optimiser nos ensembles de l'enveloppe du bâtiment. La valeur R nominale, elle est calculée depuis des décennies de la façon comme vous voyez à l'écran, c'est-à-dire en additionnant chacune des valeurs de chacun des matériaux. Cette approche s'avère bonne pour des superpositions de matériaux en tranches uniformes, mais fautive aussi car elle ne tient pas compte du fait que l'impact d'une composante ou un matériau peu isolant, comme des colombages métalliques ou comme des fenêtres, sera beaucoup plus grand que la proportion qu'il représente dans l'équation thermique. Bref, on sous-estime avec ce calcul les points faibles de l'assemblage. La valeur R, elle est de plus en plus calculée en tenant compte de cette condition et on parle de valeur effective, donc le R effectif, qui prendra en compte les parties faibles de l'assemblage, de même que les éléments d'ossature, des fonds d'appui, etc. Le R effectif peut se calculer et évidemment, il se mesure aussi au moyen de chambres thermiques telles que montrées sur le petit dessin en haut ici. Je suis allé rencontrer un de nos chargés de projet du laboratoire à Varennes, responsable de la thermique, Dave McMahon. Donc, dans notre laboratoire, j'ai demandé à Dave qu'il nous explique rapidement comment fonctionne une chambre thermique, justement. Alors, on va regarder la vidéo. Oui, bonjour David. Donc, alors simplement nous expliquer un peu comment fonctionne une chambre thermique. Oui, bien sûr. La chambre thermique, comme qui se trouve derrière moi, c'est une chambre qui est utilisée pour essentiellement évaluer la valeur U de produit de fenestration. Ensuite, on peut évaluer la valeur R d'assemblage mural. Et en terminant, on peut évaluer la résistance à condensation de certains produits, fenestration ou murs rideaux par exemple. Donc, tous les produits vont être installés dans des panneaux comme ceux-ci. Donc, c'est simplement pour s'ajuster aux dimensions de l'échantillon. Ensuite, l'assemblage complet, le panneau et l'échantillon va venir être inséré dans la chambre thermique et on va maintenir des conditions de chaque côté de l'échantillon prédéterminées, tout dépendamment des requis du projet, par exemple. Ça peut être 21 degrés Celsius à l'intérieur, moins 18 à l'extérieur. Et naturellement, on va maintenir des conditions là, prédéterminées en termes de convection en surface de l'échantillon. Autant convection qui s'approche de la convection naturelle à l'intérieur et une convection forcée à l'extérieur. L'échantillon va rester une journée dans la chambre thermique. Ça prend environ, pour un produit de fenestration, là, ça peut prendre environ 16 heures pour atteindre l'équilibre. Et il y a un système d'acquisition qui va prendre l'information des capteurs en continu. On parle de capteurs de température, capteurs de flux thermique, de pression, d'humidité relative. Et toutes ces données-là vont nous permettre d'obtenir, comme je vous mentionnais au début, là par exemple la valeur U d'un produit, la valeur R d'un assemblage mural. Ça peut être aussi déterminer la résistance à condensation d'un produit. Donc c'est essentiellement là, les différentes étapes là, du processus pour l'évaluation de produits là, avec la chambre thermique. L'isolation des bâtiments amène de grandes questions quant à l'impact réel de son efficacité. Par exemple, si on doublait l'épaisseur de nos isolants, va-t-on doubler notre efficacité? En doublant un R30, est-ce qu'on obtient un R60? En fait, non. La courbe que vous voyez montre qu'à une certaine épaisseur, la surisolation apporte de moins en moins et même rien du tout à un moment donné. Si quelqu'un vous vend des murs R50, posez des questions. Ce serait bien épais, oui, mais pas nécessairement beaucoup plus performant qu'un R30 ou un R40. Peut-être faut-il mettre nos énergies ailleurs que de surépaissir nos parois. C'est ce que nous allons voir. Richard, je comprends que l'isolation semble plus une question d'analyse qu'une question d'intuition. Savoir où et comment isoler. Aurais-tu une démonstration à nous faire pour nous aider à comprendre un peu plus comment on peut mieux faire? Oui, absolument, Madeleine. Ici, j'ai un exemple qui a été développé par des collègues du laboratoire. Donc, j'ai besoin de l'attention de tous parce que vous allez avoir à répondre finalement à une question encore ici. Imaginez-vous une façade d'un édifice de 2 étages comportant 50% de surface de mur, 50% de surface de fenêtre. Les murs possèdent un R20 et c'est-à-dire les murs à R20, c'est ça, et les fenêtres R2. Bref, un système tout à fait conventionnel. La question quiz.
Selon vous, quelle est la résistance effective totale? R3.6, R9 ou R11? Je ne peux pas recevoir vos réponses parce qu'il y a une petite grève des questionnaires, on dirait, mais il n'y a pas de problème. Pensez-y, puis selon vous, on se dirige vers quoi? 3.6, 9 ou 11? J'imagine que plusieurs d'entre vous pensez à R11 et c'est tout à fait normal de penser à R11. On additionne dans notre tête les deux valeurs, on divise par 2 étant donné qu'ils occupent la moitié de la surface, ce qui donne R11. En fait, la résistance thermique sera de 3.6, 3 fois moins qu'on pourrait le penser. On est loin du R20. Et pourquoi cette différence? En fait, on doit comprendre que la méthode de calcul qui tient compte des éléments les plus faibles en fonction de leur superficie, elle s'appelle la méthode des trajectoires parallèles. Elle calcule finalement les matériaux non continus en mettant l'emphase justement sur la vulnérabilité réelle des zones faibles, ici des fenêtres. Ce qu'on voit encadré finalement, c'est dans le fond l'équation, la partie droite de l'équation où on va tenir compte des éléments qui sont non continus. Je vais passer rapidement évidemment sur la formule, mais on voit finalement ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas additionner les résistances sans tenir compte de la vulnérabilité des points comme tels. En fait, quand je prends la formule puis je mets les bonnes valeurs, R2, R20, 50% d'affectation pour chacune, c'est là que je vais avoir mon R3.6. Ce qui est important ici, c'est de se souvenir que des molécules de chaleur qui sont super actives et qui voudront se sauver bien plus par les parties les plus accessibles, la fenêtre et non le mur. La facilité à libérer la chaleur est inversement proportionnelle à la résistance d'un matériau à laisser passer la chaleur. Un autre petit exercice, on va regarder, prenons deux architectes. Voilà l'architecte A, pour l'option A, qui propose au client d'améliorer le mur. Donc, on propose ici l'amélioration du mur en passant du mur R20 à R40 et conserver les mêmes fenêtres. Alors qu'à droite, l'architecte à l'option B, finalement, va doubler la performance des fenêtres R4 et va conserver les mêmes murs. Qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne, finalement? Si on regarde à droite avec une fenêtre R2, toujours la même fenêtre, et on améliore le mur, eh bien, on a R4 comme effectif. Très peu de résultats, finalement, on est passé de R3.6 à R4. De l'autre côté, finalement, l'architecte B qui propose de doubler l'efficacité, de doubler la résistance d'efficacité des fenêtres. Donc, on va avoir un résultat de résistance effective de R6.8. On est encore loin ici du R20 qu'on s'imaginait au début, mais on voit clairement par ce petit exercice-là que c'est en s'attaquant aux zones les moins efficaces de l'enveloppe qu'on peut améliorer l'ensemble. Nous avons parlé de résistance nominale, de résistance effective, qui correspond un peu plus à la réalité. Des organismes voués à l'efficacité énergétique, ici c'est Transition énergétique Québec, développent actuellement des approches encore plus concrètes qu'ils nomment la résistance effective dépréciée, où l'on voit dans ce dessin, ces trois coupes de murs, c'est le même mur, où on a un R42 comme une résistance totale nominale, comme on le calcule, lorsqu'on se met à considérer toute l'ossature murale, on tombe à R26 et lorsqu'on considère aussi tous les ponts thermiques créés par la charpente, la structure, les dalles, etc., on va tomber à R13. On cherche à connaître un peu mieux, dans le fond, l'efficacité réelle de nos bâtiments. Et la TEC encore nous propose un calcul de résistance effective ici d'un petit bâtiment, mais ici on allait un petit peu plus loin en tenant compte de toutes les jonctions, incluant les balcons, les cornières d'acier, etc. D'un beau projet de R34, on en arrive à une valeur finale de R9.4. Est-ce que R9.4 c'est si mauvais? Je vous répondrai oui et non. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce chiffre a le mérite en tout cas de nous présenter un portrait plus réel de l'efficacité thermique de nos enveloppes. Voilà pour les transferts de chaleur. On cherche le meilleur, on se bat pour améliorer nos calculs théoriques, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on construit autour de nous en 2018? Levez vos yeux au ciel comme moi et regardez ce qu'on bâtit, et on va peut-être voir que la quête d'efficacité et la quête de ce qui est tendance sont deux mondes qui se parlent peu. Donc, nous sommes rendus à nos deux dernières considérations, le son et le feu, que nous aborderons très brièvement. Donc, le quatrième et très important phénomène qui affecte la sécurité, qui est en lien avec la conception de nos enveloppes,
le feu que mon confrère David Stamen de UL a monté, donc cette partie-là, pour la version anglaise de ce webinaire, et je vous rapporte ici que quelques réflexions qui m'apparaissaient intéressantes à vous donner. Ignus servus non dominus. Mon latin est exécrable, j'imagine, mais ce que ça dit, c'est que le feu devrait être notre serviteur et jamais notre maître. Voilà un sujet chaud à réfléchir. Suite aux grands incendies qui ont fait rage au 19e siècle et au 20e siècle dans les villes, on comprend finalement que beaucoup de démarches ont été faites, des tests importants de compartiments au feu ont été développés sur les systèmes de construction de façade. Aux États-Unis, la grande norme de référence que vous connaissez peut-être, c'est NFPA 285. Ici, au Canada, on utilise la norme similaire pour justement des maquettes à grande échelle, CANUSC S134. Les deux normes impliquent donc des échantillons de murs de plusieurs étages pour vérifier justement le comportement au feu. Et c'est pas seulement en Amérique du Nord, évidemment, qu'on est préoccupé par ces points-là, c'est partout dans le monde où chacun développe, ou de pair avec d'autres pays, ses tests. On comprend certainement qu'il existe et de plus en plus une grande gamme de composantes combustibles qui sont intégrées dans la construction des murs extérieurs. Isolation, panneaux composites en métal, système EIFS, les membranes d'étanchéité à l'eau, les membranes d'étanchéité à l'air, etc. Alors, pourquoi tester? Pourquoi est-ce un sujet si important et pourquoi avons-nous besoin justement de définir strictement les propriétés de ces systèmes de murs extérieurs? Vous pouvez voir ici quelques exemples très récents pour en montrer l'importance. L'incendie d'un hôtel à Dubaï ou encore celui de la tour à Londres l'année dernière. David, mon collègue, a inséré dans cette présentation une petite vidéo qui nous montre les effets impitoyables d'un incendie sur la façade extérieure de l'hôtel de Dubaï survenu en décembre 2015. Donc, on va voir à peu près 30 ou 40 secondes de l'incendie. On peut identifier certains facteurs clés à la source de ces incendies. Donc, entre autres, la question de l'orientation verticale, les grandes faces verticales. La composition avec les nombreuses matières combustibles qu'on a parlé tout à l'heure, la présence massive de fenestration, le type de protection passif ou actif, je vais y revenir dans 30 secondes, et la protection active, c'est ça, active ou passive, les vents, l'orientation, l'environnement extérieur, les risques d'inflammation. Voilà seulement quelques facteurs clés récurrents. Puis afin de se protéger contre le feu,
Dans le fond, il y a 3 approches qui sont utilisées dans la conception de nos bâtiments. La première, qu'on appelle la protection active, c'est la mise en place de systèmes et de produits qui nécessitent une action ou un mouvement afin d'agir, donc les systèmes de détection, les gicleurs, etc. La deuxième, la protection réactive au feu, la sélection de matériaux qui limitent la contribution de la propre détérioration, lors d'un incendie. Donc, le type de finition intérieure, le contenu de la pièce, les matériaux extérieurs, etc. Et enfin, la protection passive, la mise en place de systèmes et de produits qui compartimentent un bâtiment, murs, planchers résistants au feu, porte-coupe-feu, etc. Et c'est ce point-là que nous allons discuter dans un prochain webinaire, particulièrement au niveau de la compartimentation. Quand on regarde les structures actuelles qui ont la faveur populaire, ici, David a pris justement un exemple d'une maison, on peut constater, on peut reconnaître des concepts qui sont peut-être plus à risque qu'auparavant, qui commandent des protections. Citons en exemple, par exemple, la propagation plus rapide du feu, des espaces plus grands, donc des aires ouvertes, des espaces vides, qu'on regarde dans la question des entreplafonds ici, des matériaux nouveaux, l'entreposage de carburant dans nos résidences, entre autres. On comprend finalement qu'il y a plein de facteurs qui favorisent l'incendie, une propagation plus rapide du feu, des temps plus rapides pour l'embrasement comme conséquence, des changements rapides dans la dynamique du feu, donc qui tendra à s'amplifier, entre autres on parlait des carburants, la vitesse d'évacuation qui doit être évidemment plus rapide pour les occupants, et évidemment un délai moins long pour s'effondrer en fonction justement des nouvelles types de constructions qu'on peut avoir. La sécurité incendie est au cœur des préoccupations de l'enveloppe du bâtiment. Compartimentation, coupe-feu, façade de rayonnement. Puis comme je vous disais, ces concepts seront repris particulièrement au niveau de la compartimentation lorsque nous traiterons des différents types d'assemblage dans le webinaire numéro 3. Et maintenant, notre dernier sujet, très brièvement, la question du son et quelques images encore ici montées par David. Et commençant par une belle phrase, il est trop facile de voir et de ne pas entendre l'architecture. Les clichés visuels peuvent être à la portée de tous, mais il est impossible de photographier un écho. Voilà une triste nouvelle, considérant tous ces espaces mémorables qui amplifient davantage par le son, par la vue. Peu présent dans l'enveloppe, il devient aujourd'hui un enjeu majeur, le bruit, résultant de nos environnements, mais aussi de nos matériaux utilisés. Vous savez, selon l'Organisme mondial de la santé, le bruit est une menace sous-estimée qui peut causer un certain nombre de problèmes de santé à court ou à moyen terme. Et le bruit est devenu une nuisance environnementale. Cela, nous le constatons dans différents projets. Plus personnellement, dans le cas des expertises que je fais, dans les condominiums en hauteur, des problèmes de son, de bruit qui émergent de plus en plus. À titre d'exemple, toute la question des fenêtres, des murs rideaux, qui sont souvent un lien plus faible en ce qui concerne l'acoustique dans la conception de nos enveloppes. Par conséquent, ils doivent être ciblés. Les changements dans la masse du cadre, l'isolation avec les cavités du cadre, ainsi que l'utilisation de rupteurs thermiques ou même le changement des joints pour le vitrage peuvent souvent réduire le bruit. Une autre méthode qui peut améliorer la performance dans la conception est d'utiliser, par exemple, des vitrages déséquilibrés, prévoyant une épaisseur de verre inégale à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Voilà un exemple sommaire pour nous permettre de comprendre comment l'acoustique joue un rôle clé dans le développement d'enveloppes satisfaisantes, qui répond aux notions de confort que j'évaluerais sans cesse grandissantes des usagers depuis quelques années et en fonction, évidemment, des usages qu'on fait de nos espaces. Alors voilà pour nos différents principes que j'avais à vous présenter. Je conclurai finalement par simplement quelques petites phrases. L'important pour moi, c'était que cette présentation vous présente des phénomènes physiques et ceux qui influencent le plus les composantes de l'enveloppe et qui influencent évidemment la performance de l'enveloppe. L'énoncé des phénomènes, je l'ai mis surtout en évidence par l'interdépendance entre chacun et leur impact réciproque. C'est toujours cette vision holistique là, de voir l'enveloppe du bâtiment, je pense qu'il doit être priorisé. Eau, air, condensation, infiltration, quelle est la cause, quel est l'impact? La science du bâtiment nous enseigne le comportement attendu, tandis que la performance en service nous enseigne comment le gérer. Partant de nos principes de base, on doit maintenant penser à la conception puis à la planification, les plans d'étanchéité, les codes, des tests. C'est ce qui va être finalement le cœur du troisième webinaire. Donc,
on vient de finir notre colonne du comprendre, nos 2 premiers webinaires, et on se dirige vers le connaître par rapport à nos plans d'étanchéité, comme je disais, par rapport à notre réglementation et aussi en regardant un petit peu plus profondément les essais qui gèrent nos enveloppes du bâtiment. Alors, Madeleine, je te cède la parole. Merci Richard, très belle présentation. Il y aura une période de questions telle que prévue, mais avant de passer à la période de questions, j'aimerais quand même vous mentionner que le prochain séminaire sera présenté le 19 juin prochain. De plus, le club présentera à ses bureaux de Varennes la formation garde-corps en verre, portée et limite de la norme CSA A500. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de la part des architectes là-dessus. Alors, vous pourrez assister à des tests réels effectués sur des assemblages de garde-corps en verre dans nos laboratoires. Alors, on passe maintenant à la période de questions. On n'aura pas beaucoup de temps, mais j'avais une question ici qui, peut-être juste une. Pourquoi le Québec n'a-t-il pas encore adopté le Code national de l'énergie? Merci Madeleine. J'ai parlé tout à l'heure, c'est ça justement, du code modèle, le Code national de l'énergie. Dans le fond, le code, effectivement, c'est un code modèle qui est fait par le fédéral, le gouvernement fédéral. On a le code 2011, 2015 et maintenant, depuis environ un mois, le CNEB 2017. Donc, c'est des codes qui sont proposés, c'est des codes qu'on doit utiliser dans les édifices fédéraux à juridiction fédérale. Et les provinces les modifient ou les acceptent comme tels. Dans le cas, je pense qu'en date d'aujourd'hui, toutes les provinces sauf le Québec l'ont adopté. Pourquoi au Québec on ne l'a pas adopté? C'est parce que des modifications majeures sont proposées puis sont faites par Transition énergétique Québec présentement, qui est, je ne vais pas trop m'avancer, mais qui est comme mandaté par la RBQ justement pour monter un code. Ce ne sera pas une révision du code modeste, ce sera selon ce qu'on m'a dit finalement vraiment un code propre au Québec. Est-ce qu'il va sortir en 2018? Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas encore, parce qu'il y a différents éléments. Je pense qu'il y a eu des grèves des procureurs au ministère de la Justice, différents éléments, les ingénieurs de la RBQ, bref, différents éléments qui font que ça retarde peut-être plus en 2019. Je ne vais pas m'avancer de date. Et présentement, ce qu'on a, c'est encore la loi sur les économies d'énergie que vous connaissez tous, l'édition de 1983 qui a été reconduite là encore en 2018, je pense. Mais ça s'en vient. On va avoir notre propre code. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais il reste que si vous avez la chance de consulter le CNEB, le code modèle et le guide de l'utilisateur, c'est des documents qui sont vraiment intéressants et qui expliquent beaucoup toute la question des résistances nominales et des résistances effectives. Alors, nous espérons que vous avez apprécié ce deuxième webinaire et que vous serez des nôtres le 19 juin prochain. Merci Richard et on se revoit le 19. Merci. Au revoir.